Alors, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas dit bonjour. Allez, bonjour tout le monde. Excusez-moi parce que dernièrement, j'étais en train de préparer des vidéos pour les classes prépa et pour les autres niveaux. Maintenant, c'est votre tour. Donc, maintenant pour les terminations maths, je vais vous donner des exercices sur le théorème de la valeur intermédiaire, sur les arcs, sur les racines énième, donc une révision générale. Je vais vous donner au moins 4 ou bien 5 vidéos. On va faire toute une révision générale et en même temps, on va essayer d'attaquer même les dérivés. Comme ça, on pourra faire des exercices où il y a une étude de fonction, il y a des équations, il y a plusieurs genres de questions. Voilà, donc il y a même des choses qu'on voit pour la première fois. Et on va ça seulement dans les exercices et pas dans le cours. Alors, je vais vous donner plusieurs astuces et j'espère que vous allez être très contents. Voilà, alors, je commence. Premier exercice de révision. Je vous ai donné une fonction g qui continue sur un intervalle 0,1 fermé. F, une fonction définie par f de x égale à x facteur de 1 moins x g de x plus 2x moins 1. La question montrait qu'il existe un alpha appartenant à 0,1 tel que g de alpha est égal à 1 sur alpha moins 1 sur alpha moins 1. Voilà, alors vous devez trouver l'existence d'un élément alpha qui appartient à 0,1. Alors pour l'existence des éléments qui appartiennent à des intervalles, en général, on fait apparaître trois théorèmes. En général, j'ai dit en général, des fois, ça dépend de l'exercice. Le théorème de la valeur intermédiaire, théorème des accroissements finis et théorème de Rolle. Donc pour le moment, on n'a pas vu les deux derniers théorèmes, donc je vais travailler seulement maintenant avec le théorème de la valeur intermédiaire. Vous savez, c'est quoi le théorème de la valeur intermédiaire? Vous devez avoir une fonction qui continue parce qu'on fait une révision générale maintenant. Alors, une fonction continue, je prends le cas des intervalles fermés. Les intervalles ouverts, c'est autre chose. Alors, on a un intervalle fermé, une fonction continue sur un intervalle fermé, AB. Alors, si vous avez f de a fois f de b inférieur à 0, donc l'équation f de x égale 0 admet au moins une solution. Une solution alpha qui appartient à l'intervalle 0,1. Par contre, si on ajoute la condition f strictement monotone sur cet intervalle, le alpha devient une solution unique. Donc l'unicité, elle vient du fait que la fonction est strictement monotone, c'est-à-dire strictement croissante ou bien strictement décroissante. Ça y est, alors maintenant je commence. J'adore travailler avec vous. Donc on va commencer la question et après je vais vous donner plusieurs exercices, plusieurs genres d'astuces, mais seulement il faut apprendre, il ne faut pas oublier de poser à côté de vous un petit carnet ou bien un bloc-notes pour prendre les astuces, pour ne pas les oublier. Prenez des notes s'il vous plaît. Toujours quand vous trouvez quelque chose que vous risquez d'oublier, prenez des notes. D'accord? Alors je commence. Vous avez la fonction g est continue sur l'intervalle 0, 1. A moins x fonction polynôme fois x, donc tout ça c'est une fonction polynôme. Les fonctions polynômes sont continues sur R. Donc elles sont continues sur 0,1. De même ça, c'est un polynôme. Continue sur R, donc continue sur 0,1. Donc c'est quoi la fonction f? La fonction f, c'est une somme, parce que ça c'est une fonction continue. Donc f est une somme de fonctions continues. Donc vous pouvez faire en détail. Moi je ne vais pas l'écrire, mais c'est à vous de faire. D'accord? Alors je le dis, pourquoi? Pour gagner un peu de temps et d'espace. Regardez, vous allez écrire la fonction. On fait correspondre x facteur de 1 moins x, fonction polynôme, continue sur R, donc continue sur 0,1. La fonction g continue sur 0,1. Donc le produit x facteur de 1 moins x fois g de x est produit de fonctions continues sur 0,1. Donc cette partie est continue, cette fonction est continue sur 0,1. Je passe. 2x moins 1, fonction polynôme, continue sur R. Donc 2x continue sur R, donc continue sur 0. Alors cette fonction continue sur 0,1. Cette fonction continue sur 0,1. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a f est une fonction continue sur 0,1 car f est somme
de fonction continue. Continue sur 0. Ça y est, donc ici des pointillés. Ça y est, donc la démonstration, le produit, la somme. Ça y est, mais la fin, ce qui m'intéresse moi, c'est la conclusion. Clair? Donc on a montré que le premier point, la fonction f est continue. Ça y est, sur l'intervalle 0, 1. Qu'est-ce qui reste maintenant? Il faut calculer f de a fois f de b. L'intervalle AB, c'est 0. Ça y est, alors deuxième partie. Vous avez f de 0 égal et vous avez f de 1 égal. f de 0 remplacé, ça donne 0 facteur de 1, 0 fois g de 0, plus 2 fois 0 moins 1, ça donne moins 1 inférieur à 0. Parce que ça c'est 0, ça c'est 0, il va rester que le moins 1. Maintenant, vous allez calculer g de 1. Vous allez avoir 1 moins 1 fois g de 1 plus 2 fois 1 et moins 2 fois 1 et moins 1. Vous voyez? Alors ici, ça donne 1, 0, donc ça 0, ça 0. Vous avez 2 moins 1, c'est 1, c'est supérieur à 0. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? Que f de 0 fois f de 1 est inférieur à 0, c'est ce que je cherche. Donc, d'après le théorème de la valeur intermédiaire, si vous voulez en écrire en abrégé parce que ça prend beaucoup de place, théorème de la valeur intermédiaire, l'équation f de x est égale à 0, admet une solution, pas unique, je n'ai pas parlé de la monotonie, une solution, alors une solution alpha, telle que alpha appartient à 0. Ça va? Très bien. Alors, donc si elle admet une solution alpha, telle que alpha appartient à 0, 1, et f de alpha, moi j'ajoute toujours à la fin, f de alpha de quelque chose est égal à 0. Clair? Donc maintenant vous allez remplacer ceci implique, d'après le théorème de l'équation de la valeur intermédiaire, f de x est égal à 0, a de b, jusqu'ici, remplacer f de alpha. Alors f de alpha, ça donne alpha facteur de 1 moins alpha fois g de alpha plus 2 alpha moins 1 est égal à 0. Clair? Alors, dans ce cas, ça y est, maintenant, si vous voulez, encore des phrases ici, vous pouvez trouver alpha facteur de 1 moins alpha, g de alpha est égal à 1 moins 2 alpha. Ça y est, c'est correct? Maintenant, vous allez diviser par alpha facteur de 1 moins alpha. Ça y est? Donc, il va rester g de alpha est égal à 1 moins 2 alpha sur alpha facteur de 1 moins alpha. Et voilà la conclusion. Clair? Mais eux, ils n'ont pas voulu une seule fraction, ils veulent deux fractions. Alors, comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais essayer de diviser cette partie, la fraction, je la mets sous forme de somme ou bien de différence de deux fractions. Vous voyez? Alors, je vais montrer quelque chose. Ce que je vais faire maintenant, on peut le voir dans le calcul d'intégrale. Donc voilà, d'après le théorème de la valeur intermédiaire, si vous prenez f de x égale à 0, donc on a une valeur alpha, attention, toujours les implications. Voilà les implications, et on refait la même phrase. Sinon, vous voulez l'éviter, vous l'évitez. Donc, attendez. Donc, après, est égal g de alpha. Alors, g de alpha est égal à 1 moins 2 alpha sur alpha facteur de 1 moins. Alors, pour s'assurer que ce qu'on a trouvé est juste, d'accord? Attendez, je crois que je me suis trompée. S'il vous plaît, ici, c'est 1 moins alpha. Attendez. S'il vous plaît, regardez, vous avez 1 moins alpha, pas 1 moins 1. Rectifiez, s'il vous plaît. Donc, ici, vous avez 1 moins alpha. Voilà, je me suis trompée. Alors, dans ce cas, ça y est. Maintenant, regardez, parce que regardez le dénominateur. Ça y est. Et pour s'assurer que ce qu'on a trouvé est vrai, regardez, vous allez calculer g de alpha. D'après ce calcul, g de alpha, réduisez au même dénominateur. Vous allez avoir ici alpha facteur de 1 moins alpha. Vous êtes d'accord? Ici, ça donne 1 moins alpha, ça donne 1 moins 2 alpha. Ça, c'est la question qu'on doit trouver. La réponse plutôt qu'on doit trouver. Ça y est? Alors, remarquez, c'est la même chose. C'est la même chose. Vous avez remarqué. Mais eux, ils ne veulent pas une seule fraction, ils veulent deux fractions. Vous voyez? Alors, vous allez me dire à quoi ça va nous servir.
quand on parlera des calculs d'intégrale. Calcul d'intégrale, on a intérêt à trouver, quand on a une seule fraction, comment on va faire pour la décomposer. Ça y est, alors vous avez le choix. Ou bien vous prenez cette valeur, vous réduisez au même dénominateur, vous remarquez qu'on a trouvé la même chose. Ça y est, donc normalement on a terminé l'exercice. Ça y est, alors est égal, ceci est égal, alors en réduisant, ça donne 1 sur alpha. 1 sur alpha moins 1 sur 1 moins alpha. Voilà. Parce que si vous réduisez, regardez, c'est le même travail. Ça y est, donc on a trouvé l'expression de alpha. Ça y est, donc l'exercice est terminé. Maintenant, une petite remarque. Il y a quelques élèves qui vont dire comment on a pu passer, comment on a fait pour passer de l'avant-dernière ligne à la dernière ligne. Je vais vous donner ça en tant que remarque. Alors, une petite remarque. Pour les élèves qui veulent. Alors, attendez, ici, je mets des pointillés d'abord. Alors, vous avez une application. Voilà, donc, l'équation x égale à 0. Voilà, jusqu'à 1. Vous voyez, les normes. Et voilà. Ça y est, voilà, donc on a. Normalement, on a terminé l'exercice. Mais pour les élèves qui veulent savoir comment on a fait pour passer de cette étape à celle-ci, on va voir ça dans le calcul intégral. Donc, je vais vous donner une démonstration. Vous avez g de alpha est égal à quoi? Est égal à 1 moins 2 alpha sur alpha, facteur de 1 moins 0. Vous êtes d'accord? Voilà ce qu'on a tout fait. Nous, qu'est-ce qu'on veut? On ne veut pas cette écriture, on veut celle-ci. On veut trouver 1 sur alpha moins 1 sur 1 moins alpha. Clair? Voilà. Alors, dans ce cas, comment on va faire? C'est-à-dire, on va séparer les fractions. Regardez, il y a un produit ici. Il y a un produit. Donc, on va écrire cette fraction sous forme de somme ou bien de différence de deux fractions. Donc, ici, vous allez avoir alpha au dénominateur de la première fraction et 1 moins alpha dans le rapport au dénominateur de la deuxième fraction. Ici, plus ou moins, ce n'est pas un problème parce qu'on va jouer sur le numérateur. Le numérateur peut être positif comme il peut être négatif, ça dépend des calculs qu'on va faire. Clair? Alors maintenant, qu'est-ce que vous allez me dire? Et qu'est-ce qu'on va avoir au numérateur? On va avoir des variables, ce sont des polynômes. Alors regardez, ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un alpha. Donc au numérateur, on va avoir qu'une constante. On ne peut pas avoir A alpha, parce que si vous avez A alpha, les alpha vont disparaître. Et moi, je dois garder le alpha au dénominateur. Par contre, le 1 moins alpha, ici, vous avez deux nombres. Donc ici, même si vous avez un alpha, le alpha ne va pas se simplifier. Parce qu'ici, vous avez une différence ou bien une somme. Non, ici, on a une différence. Qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire, puisque vous avez les alphas ici, alpha plus c. Je ne sais pas, le b peut être nul, il peut prendre une valeur n'importe laquelle, et ici, je ne sais aucune idée. Pourquoi? Parce que ça, c'est un polynôme du premier degré, ici, polynôme du premier degré. Ici, je n'ai pas pu écrire le alpha. Parce que si vous écrivez le alpha va disparaître. Ça y est, donc je vais garder comme ça. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais réduire au même dénominateur et essayer de trouver les valeurs de A, de B et de C. Ça y est, alors on va réduire au même dénominateur. Ça y est, je lance le calcul. Vous allez avoir alpha, facteur de 1 moins alpha, voilà ici. Réduisez au même dénominateur, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient A, facteur de 1 moins alpha. Vous allez avoir plus B alpha et plus C. Je continue. Je n'ai pas assez de place, donc je vais travailler de manière horizontale. D'accord? Mais normalement, il faut revenir à la ligne, mais je n'ai pas assez de place. Donc, moi, ici, c'est une explication. Voilà, 1 moins alpha. Claire, continuez. Maintenant, vous groupez. Attendez, je crois que je me suis trompée. Attendez, ici, c'est B alpha carré. Parce que j'ai réduit. Alors, ici, vous avez A, moins A alpha, c'est correct. Ici, vous avez B alpha carré plus alpha C. Plus C alpha. Voilà, c'est correct maintenant. Ça y est. Alors, dans grouper les alpha carrés, les alpha et les constants. Alors, les alpha carrés, vous avez B alpha carré. Les alpha, vous avez ici moins A alpha plus C alpha. Donc, vous factorisez, vous allez avoir C moins A alpha. Voilà. Et pour les constants, vous avez plus A. Voilà, c'est terminé. Voilà, ça y est. Maintenant, on revient au programme de tronc commun. On va utiliser la transitivité. Regardez, la première fraction et la dernière. La première et la dernière. Donc, celle-ci et celle-ci. Ces deux fractions, elles sont égales. Pourquoi? On a utilisé la transitivité. Vous avez A est égal à B, B est égal à C, C est égal à D, donc A est égal à D. C'est d'accord? Deuxième chose, ces deux fractions ont le même dénominateur. Et par conséquent, ils ont le même numérateur.
donc vous avez 1 moins 2 alpha, conclusion, voilà, vous allez avoir 1 moins 2 alpha est égal à ce numérateur. Ce numérateur, regardez, ils ont commencé par les constantes, ils ont terminé par les variables, donc ici je vais classer la constante jusqu'au deuxième degré, donc vous allez avoir A, constante, les alpha plus, vous allez avoir ici C moins A, le alpha, voilà, et puis les B alpha carré, donc je vais passer ça, attendez, une petite seconde, et voilà, G de alpha, qu'est-ce qu'on a dit, 1 sur alpha, 1 sur 1 moins 1, voilà, je continue, et il reste, qu'est-ce qu'il reste, regardez, j'écris le A, j'écris C moins 1 alpha, il reste le B alpha, A la plus B alpha, vous voyez, toujours dans le programme de seconde, vous avez deux polynômes égaux s'ils ont le même degré. Vous êtes d'accord, et même coefficient. Ici, il n'y a pas de alpha carré. Donc, puisqu'il n'y a pas de alpha carré, je peux écrire ici, attendez une petite seconde, vous avez 1 moins 2 alpha. Il n'y a pas de alpha carré, donc je vais le remplacer par 0 alpha carré. 0 alpha carré. Pour avoir égalité de deux polynômes. Vous voyez? Et maintenant, on est en présence d'un système. Deux polynômes égaux, s'ils ont le même degré, ils ont le même coefficient. Donc le degré 2 avec le degré 2, donc vous allez avoir B égal à 0. Le degré 1, vous avez C moins A. C moins A égale degré 1. Degré 1, vous avez moins 2. Voilà, essayez. Et les constantes, vous n'avez que A de l'autre côté, que le A. Ici, vous avez. Voilà, donc on a déjà trouvé la valeur de A et la valeur de B. Donc B égale à 0. Et A est égal à 1. Maintenant, il reste le C. A est égal à C. C'est égal à moins 2 plus 1. Égal à moins 2 plus 1. Ça y est, remplacez maintenant avec un certain ordre. Donc, vous avez A est égal à 1, le B est égal à 0 et le C est égal à combien? Le A est égal à 1, donc moins 2 plus 1 est égal à 1. Est égal à 1. Égal à 1. Voilà, on les a trouvés tous les trois. Et conclusion, A est égal maintenant chez de alpha. Donc, chez alpha, c'est la fin, ça y est, remplacer. Quand vous trouvez des valeurs, quand il s'agit de polynômes, il faut remplacer par les valeurs que vous avez trouvées. Donc, on a trouvé A est égal à 1. Donc, à côté de la chute alpha, regardez, remplacez ici. A est égal à 1, vous allez avoir 1 sur alpha. On a trouvé B est égal à 0, donc à rejeter. Le C est égal à moins 1. Voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, plus ou moins, c'est la même chose. Tout dépend des coefficients qu'on a trouvés. Donc, vous avez trouvé C est égal à moins 1. Donc, on va voir moins 1 sur 1 moins alpha. Et voilà, on a trouvé l'expression. Mais si vous faites la démonstration, ça va vous prendre beaucoup de temps. Mais quand il s'agit des fonctions primitives ou bien des intégrales, on est obligé de passer par cette expression. Ça y est. Mais ici, on vous a donné déjà l'expression. Ça y est. Vous prenez l'expression qu'on a ici dans l'énoncé, réduisez au même dénominateur, vous trouvez la même chose et c'est gagné. Ça y est. Mais si vous voulez une démonstration, voilà. Clair? Et voilà. Donc on a terminé le premier exercice. On passe au second. On va passer maintenant au deuxième exercice. Voilà, maintenant on a un deuxième exercice. C'est un autre genre. Toujours la valeur intermédiaire, d'une manière un petit peu spéciale. Ça y est, alors ou bien on parle de l'image d'un intervalle, ou bien on parle d'un minimum, ça dépend. Donc on va voir de quoi il s'agit ici. Alors vous avez deux fonctions f et g, deux fonctions continues sur l'intervalle AB. Avec quel que soit x appartenant à B, vous avez g de x, elle est strictement positive, regardez, elle ne s'annule jamais. Et cette fonction g est plus petite que f. Alors la question montrer qu'il existe lambda. Donc maintenant, à l'existence, on cherche un lambda. Voilà, quand vous avez le signe existence, c'est-à-dire il faut trouver ce lambda, tel que quel que soit x appartenant à B, vous avez un moins lambda, g de x est inférieur ou égal à f. Ça y est. Alors avant de commencer cet exercice, je vous laisse d'abord lire. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche un lambda. Et alors pour chercher un lambda, ce lambda vérifie une certaine relation. Donc je ne sais pas, j'ai trouvé un petit peu difficile. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais décomposer ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent, regardez, je vais mettre des points d'interrogation. Il existe un lambda strictement positif, donc point d'interrogation, tel que quel que soit x appartenant à l'intervalle AB. S'il vous plaît, je n'ai pas encore commencé l'exercice. Alors quand on veut faire une telle sorte d'exercice, il faut d'abord savoir par quoi on va commencer et à quoi on veut arriver. Alors le point d'arrivée, le point de départ, le point d'arrivée. Donc si vous avez 1 plus lambda, g de
Alors, inférieur ou égal à f de x. On veut chercher l'existence de lambda. C'est quoi lambda? Que vérifie lambda? Mais ici, je trouve que lambda est attaché à un produit. Donc, je vais libérer le lambda. Donc ici, je répète, je n'ai pas encore commencé l'exercice. Je développe, je donne ici un g. J'obtiens ici g de x, plus lambda g de x, voilà, et inférieur ou égal à f de x. Ça y est, je continue. Toujours un point d'interrogation. Ça y est, aucune idée. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Ça y est, donc voilà, donc je vais essayer de voir de quoi il s'agit. Je continue. Toujours le flou, aucune idée. Donc vous allez laisser seulement lambda g de x. Voilà, g de x. Vous avez ici un lambda inférieur ou égal à f de x moins g de x. Ça y est, j'ai rendu ce g de x de l'autre côté. Et la dernière ligne, voilà, la dernière ligne, vous allez avoir lambda inférieur ou égal à, voilà mon dernière g de x, voilà, sur g de x. Alors, voilà, maintenant je me pose la question, pourquoi ils ont posé dans l'énoncé g de x supérieur de strict à 0, c'est quelque chose de positif qui ne s'annule jamais. Voilà, maintenant j'arrive à comprendre pourquoi ils ont posé cette condition, voilà, parce que on va avoir un g de x au dénominateur, donc il ne doit pas s'annuler. Et deuxième chose, positif pour ne pas créer de problème de signe. Et la dernière ligne, voilà le but de la question, voilà jusqu'à la fin. Donc ici, ça va donner, on obtient f de x. Ici, vous avez f de x moins g de x. Vous pouvez diviser la fraction en deux autres fractions. Vous allez obtenir f de x sur g de x ici. Ça va, ici, vous allez avoir moins 1, g de x sur g de x. Et voilà, donc si j'arrive à montrer, point d'interrogation, ça y est, donc j'ai gagné. Ça y est, alors maintenant, je commence la démonstration. Clair? Donc, je n'ai pas encore touché l'exercice, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai envie de savoir, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je n'ai aucune idée. Donc, première chose, j'ai décomposé l'écriture qu'ils nous ont donnée, voilà, et j'ai trouvé de quoi il s'agit. Ça y est, alors, seulement, je remarque que ici, vous avez f de x, g de x et 1 moins 1. Donc, je peux poser cette partie, cette expression, sous forme d'une fonction. Parce que vous avez f de x, vous avez g de x sur une constante, je peux la poser sous forme d'une fonction, je ne sais pas, déjà vous avez f et g, donc je vais l'appeler une fonction h. Alors, cette fonction h, je vais parler de sa continuité. N'oubliez pas que je travaille sur un intervalle AB. Donc, je ne sais pas, est-ce que je vais parler de l'image d'un intervalle, d'un minimum, d'un maximum, valeur intermédiaire, je ne sais pas. Donc, je vais poser ce que j'ai en tant qu'hypothèse et je vais voir de quoi il s'agit. Parce que quand on pose un exercice dans le devoir, je ne sais pas, le prof, en général, ne nous dit pas est-ce qu'on va appliquer théorème de la valeur intermédiaire ou bien théorème de Rolle ou bien théorème des accroissements finis, aucune idée. Donc, c'est à nous de voir de quoi il s'agit, surtout quand il s'agit des élèves de termination secondaire. Alors, je continue. Donc, qu'est-ce que je vais faire? J'ai fait apparaître une fonction. Donc, voilà, maintenant je commence l'exercice. Je vais poser soit h, une fonction définie par. Allez, alors, soit je commence l'exercice maintenant. Voilà, donc ici, vous avez des points d'interrogation. Vous voyez, alors, soit h, une fonction définie par h de x égale, qu'est-ce qu'on a dit? F de x sur g de x moins 1. Voilà, ça y est. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette fonction h? Voilà ce qu'on a trouvé à la fin. Ça, on a trouvé à la fin. Ça y est, voilà, ça y est. Cette fonction, elle est continue. Pourquoi? Parce que vous avez la fonction f continue, g continue, g ne s'annule jamais. Ça y est, donc c'est une fonction. Le moins ça, c'est une constante. Donc, rapport de deux fonctions, une fonction continue, une fonction continue. Il faut ajouter ici le fait que j'ai défini par sur, alors, défini par là, sur l'intervalle AB. Sur l'intervalle AB, c'est ça, bien sûr, avec, vous avez g de x. Alors, avec g de x et différent de 0. Pas différent de 0, moi je préfère supérieur à 0. Parce que le signe négatif peut nous créer des problèmes, mais non, on n'a pas de signe négatif, la fonction g est positive. Sinon, vous mettez différent de 0, ce que vous voulez. Avec g supérieur strict à 0 sur l'intervalle A. Ça va? Très
Très bien. Alors maintenant, alors c'est quoi H? H et somme, parce que vous avez rapport ici c'est à vous d'écrire sur la feuille propre, la feuille de devoir. Vous avez une fonction continue sur AB, fonction continue sur AB qui ne s'annule pas. Donc rapport de deux fonctions continues, fonction continue. Si vous ajoutez 1, si on ajoute 1, c'est une constante, mais ici ça donne une fonction. H et somme de fonctions continues. Fonction continue sur l'intervalle 0,1, voilà, pas 0,1, sur l'intervalle AB, donc H est continue sur l'intervalle AB. Ça y est, très bien. Mais ici, est-ce que je peux parler de la valeur intermédiaire? Mais je ne sais pas G de A, G de B, aucune idée, je n'ai aucune idée. Vous allez écrire G de A sur G, F de A, F de B, moins 1, si vous voulez. Mais moi, je vais parler, j'ai envie d'appliquer. Avant d'avoir étudié le terme de la valeur intermédiaire, on avait parlé de fonction continue et l'image d'un intervalle. Alors ici, vous avez un intervalle AB fermé, vous avez la fonction H est une fonction continue, donc l'image d'un intervalle est un intervalle. Vous voyez? Et si l'image de l'intervalle est un intervalle, donc la fonction H admet un minimum et un maximum. Vous êtes d'accord? Et si elle admet un minimum, donc elle admet, il existe admettons, un x0 qui appartient à AB qui a la plus petite image sur cet intervalle. Donc qu'est-ce qu'on a dit? H est une fonction, somme, je vais écrire ça en détail. H est une somme de deux fonctions continues sur AB, donc H est une fonction continue sur AB. Vous voyez? Et par conséquent, quoi? H, l'intervalle AB, est aussi un intervalle. Et aussi un intervalle. Ça y est. Donc, puisque c'est aussi un intervalle, si vous voyez je sais pas, la vidéo où on avait parlé de l'image d'un intervalle par une fonction continue, avant d'avoir abordé le théorème de la valeur intermédiaire, ou dans les dessins qu'on avait fait concernant les valeurs intermédiaires, vous allez trouver ces phrases. Alors, on a dit H est aussi un intervalle, ça y est, donc H de AB est égal à un minimum et un maximum. Mais ce n'est pas ça ce qui nous intéresse. Donc l'image de AB est égale à un minimum et un maximum. Alors si vous regardez le dessin, le premier dessin que j'avais fait quand j'avais envie d'étudier le théorème de la valeur intermédiaire, on a vu qu'on peut trouver qu'il existe un x0 dans l'intervalle AB qui a la plus petite image. La plus petite image concernant l'intervalle AB. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, c'est borné, vous avez H de AB, c'est un intervalle qui est fermé. C'est-à-dire qu'on n'a pas plus et moins l'infini, c'est un intervalle qui est fermé. Donc, ceci implique. Donc, il existe un x0 appartenant à l'intervalle AB. Donc, je vais prendre des bornes ouvertes. Voilà, ça y est. Tel que H de x0, elle va être la plus petite image par rapport à x, quel que soit x appartenant à ça y est, voilà, donc je ne sais pas, le x0 peut prendre les bancs, mais on n'a aucune idée sur le x0. Le x0 peut prendre, regardez bien, le x0 peut prendre les bancs, on n'a pas ce problème. Ça y est, donc on peut prendre ici un intervalle fermé. Mais ce qu'il faut insister, sur le fait que ici vous avez quel que soit x appartenant à AB. Donc je répète. H est une somme de fonctions continues sur AB. Donc H est une fonction continue sur AB. On a terminé avec la continuité. Et par conséquent, H de l'intervalle AB est aussi un intervalle. On a terminé. Donc, puisque H de AB est aussi un intervalle, donc H de AB est égal à petit 1 grand M. Attention, si vous revoyez le dessin, le premier dessin que j'ai fait quand j'avais envie d'étudier le terme de la valeur intermédiaire, les petits m et grand m, regardez, c'est le maximum et petit m c'est le minimum. Donc il existe un x0 qui appartient à AB qui a la plus petite image. Bien sûr avec x
appartenant à B, c'est-à-dire h de x0, c'est l'image la plus petite de la fonction h avec x appartenant à B. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que h de x0, c'est quoi h de x0? Voilà h de x. Voilà h de x. h de x0 inférieur ou égal à h de x. Donc, je répète, vous avez h de AB est égal à petit m grand m. Vous avez la fonction h admet un minimum et un maximum. Donc, on peut trouver un élément x0. Un élément x0, il existe. Un élément x0 appartenant à B, tel que h de x0 est un minimum. Ça y est un minimum de C de R. C'est-à-dire, si vous dessinez le dessin de h, vous allez trouver un minimum au point de coordonnées x0 h de x0. Ça y est, c'est-à-dire h de x0, c'est la plus petite image. C'est tout ce qui m'intéresse. Donc h de x0, donc h de x0 est la plus petite image. Alors là, plus petite image. Ça y est, sur h de AB. Sur h de AB. Ça y est, voilà, ça y est. Et par conséquent, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, dans ce cas, on a trouvé voilà, l'existence de x0. Je vais écrire toujours en bleu. Voilà, il existe un x0 appartenant à l'intervalle AB. Voilà, tel que vous allez avoir h de x0. Qu'est-ce qu'on a dit? H de x0, c'est f de x0 sur g de x0 moins 1. C'est ça. Inférieur ou égal à h de x. Maintenant, puisqu'on veut l'existence de lambda, lambda c'est quelque chose de positif. Alors, si j'ai envie de poser h de x0 et lambda, il faut que ce nom soit positif. Or, regardez ici. Après cette écriture, qu'est-ce qu'on sait? On sait que f de x est plus grand que g de x. Vous voyez, f de x est plus grand que g de x. Donc, vous avez f de x sur g de x est supérieur à 1. Vous voyez, je crois qu'il faut l'écrire puisque 0, g de x inférieur ou égal à f de x. Ça y est, donc f de x sur g de x est positif. Ça signifie que f de x sur g de x est supérieur à 0. D'accord? Divisé par g de x ici. Supérieur à 1, c'est ça, divisé par g de x. Et ceci implique que f de x sur g de x moins 1, comment elle est supérieure à 0. Ça, c'est quel que soit x appartenant à l'intervalle AB. Voilà, donc ici, supérieur à 0, quel que soit x appartenant à l'intervalle AB. Et donc, ça y est, voilà, qu'est-ce qu'on a montré? Puisque g de x, donc on a trouvé que f de x sur g de x moins 1 est toujours positif, ça veut dire que x0, lui aussi vérifie cette relation. Vous voyez? Donc, on a 0 inférieur à f de x0 sur g de x0 moins 1. Lui aussi, ce x0, lui aussi vérifie la relation parce que cette relation est vraie pour tout x appartenant à B, car x0 appartient à l'intervalle AB. Donc s'il appartient à B, donc il vérifie la relation. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a trouvé? Deux choses. On a trouvé l'existence de x0. Voilà, j'ai terminé l'exercice. Je vous donne trop de détails. Vous pouvez sauter si vous n'avez pas envie de laisser une ligne, vous laissez tomber. J'ai prouvé l'existence de x0. J'ai trouvé une relation que vérifie x0 qui est de signe positif. Ça va? Positif. Donc, on peut poser. Donc, il existe. Voilà, l'existence. Parce que la question, c'est l'exemple de lambda. Donc, il existe. Donc, il existe un lambda supérieur strictement à 0, tel que lambda est égal à quoi? Est égal à f de x0. Vous voyez? Et pas f de x0, h de x0. H de x0, voilà, h de x0 est vérifié. Alors, il vérifie quoi? Lambda est inférieur à h de x. Voilà, d'après cette relation, voilà, h de x0, regardez, h de x0 est égal à lambda. Vous voyez, on vérifie cette relation, quel que soit x appartenant à l'intervalle AB. Maintenant, voilà, pour remplacer h par son expression, ceci implique qu'il existe
à lambda superstrictement 0, tel que lambda est inférieur à c'est quoi h? Voilà, h c'est f de x sur g de x, moins quel que soit x appartenant à B. Ça y est, et après, regardez, on remonte, voilà, effectuer les calculs jusqu'à ce qu'on arrive à la fin. Ça y est, voilà, donc maintenant, réduisez au même dénominateur, ceci induit, la même chose, vous allez avoir ici lambda inférieur à f de x moins g de x, plutôt sur g de x, voilà, c'est ça, toujours la même chose. Faites monter ici, vous allez avoir ici g, lambda g de x inférieur à f de x moins g de x, toujours la même chose. Et faites passer g de l'autre côté, factorisé par g. Donc vous allez avoir lambda plus 1, je sais pas si ça l'énoncé. Voilà, lambda, ça revient 1 plus lambda, ça revient même g de x est inférieur. Voilà, c'est correct. Voilà, inférieur. Ici vous avez, voilà, c'est correct. Ici, g de x 0, donc c'est inférieur ou égal. Voilà, ici vous avez inférieur ou égal, donc inférieur ou égal, parce que lambda représente l'image de h de x0. H de x0 passe à l'intervalle AB, donc vous avez inférieur ou égal. Et voilà, j'ai terminé l'exercice. Voilà, et donc il existe terminé lambda supérieur à 0, tel que, et ceci, c'est quel que soit x appartenant à l'intervalle. Et voilà, ça y est, j'ai terminé l'exercice. Je crois que j'ai donné trop de détails, mais c'est à vous d'arranger l'exercice. Ça y est, conclusion, qu'est-ce qu'ils nous ont donné une formule qui est un petit peu floue. J'ai développé pour savoir qu'est-ce que je cherche. Donc je cherche l'existence d'un lambda qui vérifie cette relation. Alors j'ai posé maintenant d'une manière globale, comme ça si vous voulez sauter les étapes, vous les sautez. J'ai considéré ça en tant que fonction, j'ai appelé h. J'ai montré que cette fonction h continue. Je vais vous dire une chose. Dans le programme de détermination SMART, si on ne parle pas de continuité, on n'a rien du tout. Toujours, vous commencez par la continuité. F continue, donc on a toujours la continuité. Alors, h sont des fonctions continues, donc c'est une fonction continue. Puisqu'elle est continue, donc l'image d'un intervalle est un intervalle. Vous avez l'intervalle fermé, donc son image est un intervalle fermé. Ce n'est pas l'intervalle fermé qui m'intéresse, moi, c'est le minimum. Parce que moi, je veux lambda plus petite. La plus petite possible, je ne sais pas, ce qui m'intéresse, c'est son existence, elle doit être plus petite que cette expression. Donc, puisque l'image de h de A est un intervalle fermé, donc h admet un minimum ou un point x0. Ça y est, donc il existe un x0 appartenant à B, tel que h de x0 est plus petite que h de x. C'est-à-dire, h de x0 représente la plus petite image sur l'intervalle h de A. Donc, il existe un x0 tel que j'ai remplacé le h, l'image h de x0 par son expression. Pourquoi? Pour prouver que ce nombre, bien sûr, il faut prouver que ce nombre est positif. Alors, et pour prouver qu'il est positif, pourquoi positif? Parce que eux, ils veulent un lambda positif. Donc, c'est un problème de signe. Donc, si x0 est en relation avec le lambda, il faut que son image doit être positive. Donc, puisque j de x est plus petite que x, donc j'ai divisé par g, j'ai retranché 1, voilà. Et puisque cette expression est vraie, quel que soit x appartenant à B, donc elle est vérifiée en particulier par x0. Et c'est quoi ça? Ça, c'est lambda. Donc ça, alors j'ai sauté une ligne, je vais l'ajouter. Donc c'est quoi f de x0 sur g de x moins 1? C'est h de x0. Ceci indique que 0, ici vous avez h de x0. Voilà, est supérieure à 0. Donc, puisqu'elle est supérieure à 0, donc il existe un lambda positif, parce que lambda, c'est h de x0. Alors, il existe un lambda est égal à h de x0. On vient juste de prouver que h de x0 est positif, et vérifie. Puis, regardez ici, vous avez h de x0. Voilà, h de x0 est plus petite que h de x. Alors, au lieu de h de x0, je l'ai remplacé par lambda. Voilà, plus petit que h, voilà, et après, ça y est, j'ai remplacé la fonction h par son expression, j'ai arrangé les calculs, et j'ai trouvé l'énoncé, ou bien la question qu'ils ont demandé. Voilà, clair et net, j'espère que vous avez compris. S'il vous plaît, il faut refaire ces exercices, c'est pas de rigolade, c'est pas tellement facile, il faut les refaire. Ça y est, alors après, on va passer maintenant au troisième exercice. Alors maintenant, on passe au troisième exercice. Maintenant, on va travailler avec les valeurs intermédiaires
Alors, premier exercice, c'était en relation avec les valeurs intermédiaires. Deuxième exercice qu'on vient juste de voir maintenant, c'était en relation avec l'image d'un intervalle. Maintenant, encore théorème de la valeur intermédiaire. Alors, vous avez une fonction f continue sur AB avec f de a négatif inférieur à 0. Montrez qu'il existe un x0 appartenant à B tel que f de x0 égale à moins x0 sur b moins x0. Vous voyez? Alors, pour pouvoir appliquer le théorème de la valeur intermédiaire, je vais écrire toujours, vous écrivez qu'est-ce que vous cherchez et comment je vais commencer ma démonstration et à quoi je dois m'attendre à la fin. Voilà, donc ici, entre parenthèses, qu'est-ce que vous allez avoir ici? Vous allez avoir b moins x0 fois f de x0 est égal à a moins x0. Vous êtes d'accord? Alors, quand on parle du théorème de la valeur intermédiaire, on dit que l'équation f de x égale 0. Égale 0. Vous êtes d'accord? Quand on a des variables, si vous avez une constante, on peut appliquer le théorème de la valeur intermédiaire directement. Mais quand vous avez une fonction égale une fonction, donc normalement on va avoir la fonction égale à 0. Donc il vaut mieux mettre ce terme de l'autre côté. Donc qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir b moins x0, f de x0, vous voyez, moins a moins x0 est égal à 0. Et voilà, j'ai fait apparaître le 0. Voilà. Ça y est. Donc si vous avez ça, donc juste sauter une ligne, attendez. Ici, qu'est-ce que j'avais? J'avais f de x0. F de x0 est égal à a moins x0 sur b moins x0. Vous avez ça et vous avez ça. Ça y est. Donc, maintenant, je sais par quoi je dois commencer. Voilà. Et ça va être quoi la fin de la démonstration. Vous voyez? Alors, je commence. Dans ce cas, on doit faire apparaître une fonction. Vous voyez? Regardez, le x0 a passé l'intervalle AB ouvert. C'est-à-dire le x0 ne peut pas prendre la valeur B. C'est pour ça que vous avez B moins x0 différent 0. Voilà. Vous voyez? Regardez, x0 a passé la AB, donc ici avec B différent de x0, parce que vous avez B moins x0 au dénominateur. Ça y est? Ah, maintenant je commence la démonstration. Allez, on commence maintenant. Je vais considérer une fonction. Alors, soit, je ne sais pas, je l'appelle g de x, fonction g de x, soit j'ai une fonction définie par. Cet exercice est plus simple que le deuxième, le troisième plus simple que le deuxième, mais le quatrième, cinquième, ça va être un petit peu pénible. Alors, soit j'ai une fonction définie par, alors g de x. Regardez, chaque fois que vous trouvez un x0, vous le remplacez par x. Donc celui-là, attendez, ici il y a un x0 ici, il y a un x0 ici, il y a un x0 ici. Alors, quand vous voulez faire apparaître une fonction, là où vous avez un x0, vous le remplacez par x. Donc vous allez avoir ici b moins x, voilà, f de x, moins a moins x. Voilà, vous voyez? Donc regardez, x0, voilà, vous avez un x. F de x0, vous avez un x, et A moins x0, vous avez un x. Ça y est? Alors, qu'est-ce qu'il faut prouver? Il faut prouver que G est une fonction continue. Sur l'intervalle AB, vous avez F est une fonction continue, ça c'est un polynôme, ça c'est un polynôme, donc G somme de fonctions continues. Vous voyez? Alors, vous avez première partie, on a F est une fonction continue sur AB, vous êtes d'accord? Et G est une fonction G est somme de fonctions continue. Vous écrivez les détails, d'accord? Donc moi je vais directement la conclusion. Somme de fonctions continues sur AB. Donc G est une fonction continue. Continue sur AB. Et voilà, j'ai terminé. D'abord, je termine avec la continuité. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ils nous ont donné l'intervalle AB, donc je vais calculer. Donc, première partie, la valeur. Deuxième point, je vais calculer G de A et G de B. Voilà, G de A et G de B. Donc, vous avez A côté égal G de A, A côté égal G de B. Alors, G de A, voilà l'expression. Regardez l'expression de G. Voilà, remplacez X par A. Vous allez avoir B moins 1. Vous allez avoir ici B moins 1. F de A. Ici. Moins A.
Ici, vous allez avoir x remplace x par a, vous allez avoir a moins a. Donc moins a moins 1. Ça y est, donc ce terme va disparaître. C'est clair? Vous avez l'intervalle AB, donc vous avez a est inférieur à B. Ceci implique que B moins A est positif. Donc vous avez B moins A, c'est quelque chose de positif. Pourquoi j'ai fait intervenir cette écriture? Parce que ici vous avez B moins A. Clair? D'après l'énoncé, j'ai. Attendez, voilà. D'après l'énoncé, vous avez F de A est négatif. Donc F de A négatif, B moins A positif, donc ceci inférieur à 0. Là, maintenant, je passe à F de B, même chose, remplacer. Remplacer x par B, vous allez avoir ici B moins B. Donc ici, vous allez avoir B moins B, F de B. Après, vous allez avoir quoi? Après, vous allez avoir A moins B. A moins B. Là, B moins B, c'est 0. Nul. Il va rester A moins B. Or, tout à l'heure, on a dit A est plus petit que B. Donc, A moins B négatif, avec le signe moins, ça devient supérieur à 0. Et voilà. Donc, ceci implique que, voilà, je peux continuer. Ceci implique que, qu'est-ce qu'on a dit? G continue. G de A fois G devient inférieur à 0. Donc, d'après théorème de la valeur intermédiaire, l'équation J de x est égale à 0 admet quoi? Une solution. Il a appelé x0 une solution x0. Alors, solution x0 appartenant à l'intervalle AB ouvert. AB. Appartenant à l'intervalle AB ouvert, tel que G de x0 est égal à 0. Clair? Je continue. Donc, ceci implique, d'après le théorème d'équation intermédiaire, G de x, ça y est, égale 0. Voilà, jusqu'à la fin. Remplacer dans la fonction. Vous allez avoir ici B moins x0, facteur de f de x0, moins, remplacer. Voilà, voilà. Vous allez avoir ici, qu'est-ce qu'on a dit? A moins x0 est égal à 0. Je ne suis pas arrivé, il faut arriver à l'énoncé. L'énoncé, c'est une fraction. Vous devez arriver à ça. Il existe x0 tel qu'on a sur le résultat. Encore, il reste, je crois, encore 2 étapes. Voilà. Donc ici, vous allez mettre A moins x0 de l'autre côté. Vous allez avoir B moins x0, F de x0 est égal à A moins x0. Ça y est. Et maintenant, c'est la dernière ligne. Ceci implique, donc d'après théorie, jusqu'à la fin, voilà, vous allez avoir F de x0 est égal à A moins x0. Alors A moins x0, ici A moins x0 sur B moins x0, et donc le résultat final. Et voilà, on a trouvé l'existence de x0. Ça y est, donc il faut un petit peu approcher les résultats. D'accord. Ok, je vais passer tout ça. Attendez. Qu'est-ce qu'on a dit? Solution. Il existe une solution x0, voilà, appartenant x0, appartenant à l'intervalle AB, voilà, tel que G de x0 est égal à 0. Bien. Deuxième ligne, j'ai remplacé G de x0, donc ça donne B. Alors, toujours les pointillés, vous allez avoir B moins x0, c'est ça, B moins x0, F de x0, moins A moins x0 est égal à 0, clair. Après, vous allez avoir B moins x0, F de x0 est égal à A moins x0, c'est bien, et la fin, voilà, vous allez avoir F de x0 est égal à A moins x0 sur B moins x0, et donc l'existence de x0. Ça y est, je crois maintenant c'est clair. Et voilà, donc on a terminé l'exercice, troisième, maintenant on va passer au quatrième. Donc je vais faire 5 exercices concernant les valeurs intermédiaires, ça y est, après les arcs tangentes et après les racines linéaires. Donc on va faire une révision générale. Alors je vous laisse travailler, bien assimiler, et je passe à l'exercice suivant. Voilà, maintenant on va passer au quatrième exercice. C'est un exercice un petit peu flou. Bon, regardez. Vous avez f, une fonction continue sur un intervalle AB, montrez qu'il existe un alpha appartenant à l'intervalle AB,
tel que f de alpha est égal à 1 sur n sigma est égal à 1 à n de f de xi. Et ceci, quel que soit xi appartenant à l'intervalle AB, avec i appartient à cette écriture. Cette écriture, regardez, il y a des élèves, je crois, qui n'ont jamais vu cette écriture. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça, quand on écrit, c'est-à-dire si vous écrivez cette écriture comme ça, je vais expliquer. Si vous écrivez un n, qu'est-ce que ça veut dire? Regardez, c'est la forme d'un intervalle. Un intervalle, mais qu'est-ce qu'on a ajouté? On a ajouté les comme sorte de valeurs absolues. Ça va? C'est quoi ça? Ça, c'est l'ensemble des entiers naturels. 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à n. Et voilà. Donc, parce que les intervalles, on ne trouve les intervalles que dans l'ensemble R. C'est d'accord? Donc, les intervalles, on ne les trouve que dans l'ensemble R. Et si vous voulez écrire des entiers naturels de 1 jusqu'à n, on ne va pas écrire un ensemble comme ça. On va écrire une sorte d'intervalle, mais avec ces deux barres. Donc, ça veut dire que je vais choisir tous les entiers naturels variant de 1 jusqu'à n. Tout simplement. Que ici, il s'agit que des entiers naturels. C'est-à-dire ici, c'est quoi xi? Xi, ça va être x1, x2, x3, xk jusqu'à xn. Tout simplement. Clair? Voilà. Alors, je vous laisse d'abord dire l'énoncé parce que c'est quelque chose qui n'est pas habituel. Et après, on va passer à la résolution des exercices. Voilà. C'est bien, on peut commencer. Je commence. Vous avez une fonction continue sur AB. Donc, l'exercice 3, on avait parlé de l'image de l'intervalle. Toute fonction continue sur un intervalle fermé, son image est un intervalle fermé. C'est-à-dire, f de AB admet un minimum et un maximum. Voilà le départ. Voilà. Je commence. Vous avez f qui continue sur un intervalle A. Donc, f de AB est aussi un intervalle. Voilà. Donc, alors on pose petit m égal. Donc ici, vous allez avoir un minimum et un maximum. Ça y est, le minimum, on va l'appeler MIN, avec ici x appartenant à B, de f de x, c'est-à-dire le minimum de f sur x, sur l'intervalle AB, ça y est, et grand M, le maximum. Alors, maximum. Voilà, x appartenant à B, c'est-à-dire quel que soit x appartenant à B, M c'est le maximum de f. Ça y est, donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, on va avoir f de l'intervalle AB, ça va être petit m et grand M. S'il vous plaît, le premier dessin que j'avais fait concernant les valeurs intermédiaires. Vous voyez, je avais parlé de l'image de l'intervalle et j'avais même posé f de AB égale à petit m grand M. Mais je n'avais pas posé le min et le max, j'ai laissé ça seulement pour d'une manière globale et maintenant ça y est, un petit peu de précision. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que f de AB est égal à petit m grand M. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire si vous prenez n'importe, ceci implique que quel que soit I, alors c'est-à-dire, moi je vais considérer les xi qui appartiennent à l'intervalle, dans ce cas, quel que soit I appartenant à l'intervalle de 1 à n, qu'est-ce qu'on a dit? Concernant les entiers naturels, qui sont les valeurs qui sont comprises entre 1 et n, vous avez f de xi, voilà, cette valeur est comprise entre petit m et grand m. Ça y est, c'est-à-dire avec les xi appartenant à l'intervalle AB. Ça y est, alors je répète, xi appartiennent à AB. Alors, si vous voulez ajouter, alors i appartient à AB. Voilà, quel que soit avec, voilà, avec xi appartenant à l'intervalle AB. C'est-à-dire toutes les valeurs comprises entre A et B, leurs images, elles sont comprises entre petit m et grand M. Ça y est, et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer, on va appliquer sigma, c'est-à-dire on va remplacer i par 1, par 2 jusqu'à ce qu'on arrive à n. Ça y est, donc conclusion, alors ça c'est le cas général. La générale, donc vous avez quel que soit i appartenant
à n ou bien i variant. Normalement, on dit variant de 1 à n. Quel que soit i variant de 1 à n, vous avez f de x, i comprendre entre petit terme et grand terme, bien sûr avec x appartenant à l'intervalle 1. Alors je commence. Ça y est, alors si vous vous remplacez, après je vais appliquer sigma. Donc vous allez avoir donc, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir f de x1, y compris cette valeur entre grand terme et petit terme. Vous êtes d'accord? Après, f de x2, la même chose, grand terme sur toutes les valeurs. Comme xi qui appartiennent à l'intervalle AB, leurs images, voilà, sont compris entre petit terme et grand terme, jusqu'à ce que vous arrivez à f de n. Parce que i variant de 1 jusqu'à n. x1. S'il vous plaît, j'ai ajouté ces démonstrations dans mon rappel, surtout pour des élèves de sciences maths, ça y est. Maintenant, on va appliquer la somme, sigma, la somme. Ici, vous allez avoir combien d'opérations? Vous avez de 1 jusqu'à n, 1 jusqu'à n. C'est-à-dire que vous avez n opérations. Alors ici, je ne vais pas écrire somme, je vais écrire sigma. Donc, sigma de i variant de 1 à n, de f de xi. C'est-à-dire la somme de ces f de xi. Leur somme inférieure ou égale. Combien d'opérations? Vous allez avoir 1 plus 1 plus 1 plus 1, combien de fois? N fois. Donc vous allez avoir ici nm. Même chose ici, vous allez avoir nm. Et voilà, ça y est. Maintenant, vous allez diviser le tout par n. Alors, ceci implique que quel que soit i appartenant à le variant de 1 jusqu'à n, ça y est, quel que soit xi appartenant à l'intervalle AB, qu'est-ce que j'ai obtenu? J'ai obtenu sigma de i variant de 1 à n df de xi, c'est ça? Je divise par n. Je divise par n. Vous allez avoir ici 1 sur n, ce côté. Ce côté va rester que petit m, et ce côté va rester que grand m. Et voilà, ça y est. Mais d'après l'écriture de tout à l'heure, on a fait f de ab est égal à petit m grand m. f de ab est égal à petit m grand m, qu'est-ce que ça veut dire? D'après le terme de la valeur intermédiaire, regardez s'il vous plaît la vidéo le début, c'est-à-dire voilà, la première vidéo quand on avait parlé du théorème de la valeur intermédiaire. N'importe quel élément qui appartient à l'intervalle petit m grand m, on peut lui trouver au moins un antécédent c tel que j'avais appelé dans le cours lambda. Pour tout lambda appartenant à l'intervalle petit m grand m, il existe au moins un c appartenant à b tel que f de c est égal à petit m grand m. Ça y est? Alors, or, ceci implique que 1 sur n, sigma i est égal à 1 jusqu'à n de f de xi appartient à l'intervalle. Alors, c'est un élément comprendre petit m et grand m, appartient à l'intervalle petit m grand m. C'est ça. Or, quel que soit lambda appartenant à l'intervalle, la valeur intermédiaire, il existe un c, on va l'appeler un c, appartenant à l'intervalle AB, tel que f de c est égal à lambda. Voilà. Normalement, on devait écrire ça ici. Donc, voilà. C'est-à-dire, quel que soit lambda appartenant, je vais écrire avec une autre couleur, parce que c'est très très important. S'il vous plaît, la vidéo concernant, la première vidéo concernant le théorème de la valeur intermédiaire. Vous voyez? Donc ici, c'est-à-dire, quel que soit lambda appartenant à l'intervalle petit m grand m, il existe un c, on peut avoir plusieurs. Il existe un c appartenant à l'intervalle AB. En général, vous pouvez prendre petit a, on peut prendre A, on n'a pas de problème. A et B, tel que f de c est égal à lambda. Et voilà, vous voyez, donc si vous voulez mettre une parenthèse, donc quel que soit lambda appartenant à l'intervalle petit m grand m, on peut trouver un élément c de AB tel que f de c est égal à lambda. C'est ce qu'on a ici. Donc vous avez cet élément appartient à petit m grand m. Ça va? Or, quel que soit lambda appartenant à petit m grand m, on peut lui trouver un c qui appartient à b tel que f de c est égal à lambda. C'est-à-dire, on pose lambda est égal à 1 sur n sigma de i est égal à 1 à n de f de x. C'est ça? Donc ceci implique qu'il existe un c appartenant à l'intervalle AB tel que vous allez avoir, qu'est-ce qu'on a dit? F de c est égal à lambda. Ceci implique
il existe un C appartenant à l'intervalle AB, voilà, tel que, remplacer lambda par son expression, f de C est égal à 1 sur N. 1 sur N, sigma de I était variant de 1 à N de f de x. Et voilà, ça y est, la question montre qu'il existe un alpha, donc eux, ils l'ont appelé alpha, donc je change de notation. Enlevez le C, vous le remplacez par alpha, c'est tout. C'est une valeur n'importe laquelle, donc il existe un alpha tel que f de alpha est égal à 1. Ça y est. Donc vous enlevez le C, vous le remplacez par alpha, ici par alpha. Et voilà, donc j'ai répondu à la question. Voilà. Donc f de alpha tel que f de alpha 1 sur N sigma de I égale 1 à N f de x. Et voilà la réponse. Ça y est. Maintenant il nous reste un exercice. Après on passera il nous reste les arcs et les racines n. Ça y est. Alors je laisse regarder ce que j'ai écrit et on passe à autre chose.